Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes là pour regarder cette émission avec les experts. Alors ce soir, nous avons deux experts, mais pas les mêmes que d'habitude. Nous avons Eddy Marajou. Bonsoir Eddy, merci d'être avec nous. Bonsoir Mano, et puis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui soutiennent cette émission. Et cette chaîne. Et cette chaîne est en plus... qui nous font des remarques, qui nous font remonter des remarques, et ceci, cela. Donc, merci beaucoup. Et nous avons le maire de Saint-Joseph, vice-président de l'Assemblée départementale de la Martinique, M. Yann Monplaisir. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, monsieur le vice-président. Enfin, bonsoir Yann, bonsoir Mano, bonsoir Eddy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis, simplement un petit mot pour dire que j'aurais pu penser que je ne suis pas un expert, puisque je ne me considère pas comme tel, mais étant donné que les Martiniquais considèrent les gens, une fois élus, comme des experts dans tous les domaines, alors je veux bien qu'on m'appelle expert, mais expert pas plus que d'autres. Hein. Bon, très bien. Je suis, comme on dit en créole, moins expert quoi moins, puis c'est tout, et c'est déjà assez. C'est déjà beaucoup. Oui. Bon. Alors, pour nos amis qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas les bonnes informations, ce soir, jeudi, nous sommes en direct sur Facebook. Et l'émission sera diffusée sur la télé normale, le circuit normal, vendredi à 20h, samedi à 18h et dimanche à 10h. Pendant votre grasse matinée, vous pouvez donc voir l'émission. Et à partir de demain, elle sera aussi sur YouTube. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour voir et revoir cette émission. Si vous souhaitez voir les yeux bleus de Yann plus souvent, vous allez avoir le plaisir de faire ça. Et si vous souhaitez voir aussi une exposition de crâne chauve, à l'exception de notre ami Eddy, ça va venir. Qui lui est en cours. Ça va venir. Mais n'a pas encore osé. Alors, juste avant de commencer, je vais vous montrer un petit film et avoir votre avis sur ça, me dire ce que vous en pensez. On a plein de choses sérieuses à discuter, mais je crois que ça a interpellé beaucoup les Martiniquais et les Martiniquaises qui ont regardé, qui ont commenté, et j'aurais beaucoup aimé avoir votre commentaire là-dessus. On y va, Grégory. Dans des régions d'outre-mer où parfois on est un peu dans un sentiment de cul-de-sac. On n'a pas donné effectivement l'exemple de la rencontre avec Monsieur Marie-Jeanne, qui fut un moment exceptionnel, mais qui montre bien que les élus épiques, où on avait affaire à un individu qui s'agitait dans tous les sens, qui criait, qui hurlait, tapait du poing sur la table et cherchait à nous impressionner. On se disait que nous sommes sortis de cette réunion avec une formule qui était pauvre Martinique. D'avoir un président ainsi si peu concerné finalement par son île, mais que par sa propre personne. Et c'est ce genre de choses qui doivent changer à travers cette coopération régionale. De la République en marche qui était en mission en Martinique avec d'autres députés probablement, et donc ont rencontré le président de la CTM, et voilà donc ce qu'elle en a retenu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire suite à ça? Elle a exagéré, elle avait goûté un petit punch le trop, quoi. Non, moi je dis qu'il faut être extrêmement méfiant quand on commente ce genre d'extrait. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si cette dame sait qu'elle a été filmée, on ne sait pas si elle sait que ça a été diffusé, on ne sait pas si Alfred Marie-Jeanne est au courant. Enfin, moi je suis... là, aujourd'hui, c'est Alfred Marie-Jeanne, mais demain, ça peut être Letchimy, demain, ça peut être nous. Moi, je m'oppose de manière très forte sur l'utilisation abusive de ce genre de choses. Alors, nous avons essayé. C'est un danger. C'est un danger parce que on donne du crédit à quelqu'un. On est d'accord. Cette dame, je ne la connais pas. Ce qu'elle dit est peut-être on a vérifié, elle est vraiment députée de la République française. Non, mais moi je suis, par principe, je suis contre ça. Par principe, je dis que ça, c'est de l'utilisation abusive de la liberté d'expression, abus. Je me demande, pour faire quoi? C'est quoi l'objectif? Parce que évidemment, ça va être utilisé. Mais je vous dis, là, c'est Alfred Marie-Jeanne, demain, c'est Serge Letchimy. Et puis après-demain, c'est Nilor. Et puis après-demain, c'est Yann Monplaisir. Moi, je crois qu'il faut des principes. Le principe, c'est qu'on ne doit pas utiliser ce type. On doit laisser ça aux réseaux sociaux. Mais nous, médias classiques,
nous devons impérativement lutter contre ce genre de truc. Parce que ça, c'est du Trumpisme. Parce que Trump a utilisé ce genre de truc contre Biden. Biden n'a jamais, comment dirais-je, la tentation était forte quand même. Mais Trump a découpé des bouts de phrases, a fait répéter des gens. Bon, on a vu où ça a mené. Mais je ne commenterai jamais ce genre de truc. Je suis contre par principe. Sauf que là, personne de politique derrière n'a demandé de diffuser ce message. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai trouvé ça quelque peu, je vais dire, presque choquant, vu les mots employés pour le président de la collectivité territoriale de Martinique par une députée de la République française. Et c'est partout sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ça méritait quand même qu'on en parle, parce que je trouve quand même que c'est un manque, enfin bon, je sais pas, Mais Alfred Marie-Jeanne peut porter plainte contre cette dame. Oui. Il peut porter plainte contre cette dame, parce que là, il a, je veux dire... Mais pendant sa mandature, il ne pourra rien lui faire. Elle est députée. Elle est en mission. Donc elle ne peut pas être atteinte par... Bien sûr. Et il peut demander un juge, s'il porte plainte pour diffamation, un juge peut demander la levée de l'immunité parlementaire de cette dame. Ouais, qui ne va pas obtenir. C'est la République en marche. Qui ne va pas obtenir. Non, mais il ne va pas l'obtenir. Non, mais je pense qu'il faut rappeler les principes d'égalité de traitement, de respect des gens. Il faut qu'on respecte les gens. Cette dame, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a été filmée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être quelque chose de... Et peut-être qu'elle va être mise en difficulté à cause de ça. On a tendance à banaliser les choses. Il faut qu'on arrête ça. Non, mais je vois aussi en France... avec des images de ce genre, combien d'hommes politiques qui ont perdu des élections ou alors se sont retrouvés au tribunal. Donc, quand même, ce genre de choses-là a une importance. Oui, mais pour finir, la jurisprudence est en train de bouger. Vous avez vu, par exemple, il y a une députée de La République En Marche qui a tenté, à l'époque, pour lutter contre la haine raciale, le harcèlement, etc., qui avait tenté de faire passer une loi. Le Conseil constitutionnel et puis ses propres collègues de La République En Marche avaient dit, bon, ma chérie, vous vous rappelez de ça? C'était pas La République En Marche, c'était la France Insoumise. C'était une dame, une Antillaise, une dame... Non, je crois que c'était une Africaine. Une Africaine, voilà. Mais c'est insoumise. Non, je crois que... Non, elle est de La République En Marche. Elle est de La République En Marche. Elle avait le soutien au départ. Je vais retrouver son nom. Cette dame, on l'a envoyé bouler. On lui a dit, ouais, ma chérie, tu es bien gentille, mais laisse tomber. Eh ben là... Son projet de loi a été remis au goût du jour parce qu'il y a eu les attentats et il y a eu de la haine raciale liée au terrorisme. Mais ça va bouger. Vous allez voir que ça va bouger. On ne pourra plus balancer n'importe quoi. Ouais. Yann, votre avis sur ça? Mon avis est très simple. Je pense que non seulement c'est inadmissible, mais je vais le faire, adresser un courrier au président du groupe parlementaire concerné pour lui demander qu'il y ait à minima un rappel à l'ordre de cette députée. Et puis, en tant que Martiniquais, nonobstant tout ce qui peut quelquefois nous amener à nous démarquer les uns des autres, il est inadmissible que l'on traite comme ça un élu martiniquais. Inadmissible. Et donc, je suis en plus président de la CTM. En plus président de la CTM, et même s'il n'avait pas été président de la CTM, on n'a pas à fustiger, à moquer, à insulter ainsi, en plus, effectivement, le président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, cette vidéo, elle circule. Il faut savoir qui l'a fait circuler, qui a intérêt à la faire circuler. Et cela aussi, à mon avis, j'ai ma petite idée là-dessus. Je ne m'étendrai pas. J'ai ma petite idée là-dessus. Parce que vous savez, au bout d'un moment... Dites-nous au moins les initiales. Non, je ne vous dirai pas qui. Au bout d'un moment, quand on se connaît tous, on sait quels sont les réseaux. Quand je reçois je sais à peu près, quand j'ai reçu une fois, 2 fois, 3 fois, et que je sais que 1, 2, 3 fois, ce sont des personnes qui appartiennent à tel ou tel groupe, ou tel parti politique, pour appeler un chat, sans dire de quel parti, évidemment, auquel parti je fais référence,
Je suppose que ça vient d'une... Bon, et puis qui ça peut servir? En tout cas, c'est pas quelqu'un pas des d'humile. méthodes. Voyez, c'est aujourd'hui ce qui a été fait à l'époque à Léon Laurent Valère. Vous vous souvenez? Vous êtes peut-être plus jeune que moi, mais de mon temps, on a sur la personne de Maître Valère, le grand Maître Valère, qui nous a quittés malheureusement, sur sa personne, il y a eu des attaques abominables. Il y a eu un peu les mêmes techniques qui ont été utilisées contre Max Élysée, en référence à Mad Max, etc., etc. C'était le moment où le film sortait. Eh bien, ce sont les mêmes officines. Simplement, maintenant, c'est plus du papier, c'est directement sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les mêmes méthodes. Et cette personne qui est venue d'ailleurs, qui est venue chez nous, elle a porté un jugement qui ne l'honore pas, parce que je ne la connais pas plus que ça, mais je suppose que je pourrais aussi, moi aussi, si je cherchais quelque part un peu derrière les fagots, je pourrais lui trouver quelques critiques dont elle ne serait pas très fière. Eh bien, elle est venue ici, elle nous a insultés, parce qu'elle a insulté les Martiniquais à travers le président de l'exécutif, dont nous sommes solidaires dans la circonstance, et donc ça n'est pas bien. C'est tout simplement pas bien, et c'est tout simplement pas acceptable. Bien. Et bientôt, ce ne sera, à mon avis, pas légal. Alors, il y a une loi qui doit être votée. Parce que ça, c'est de la diffamation, ça. Hein. C'est de la diffamation. Il y a une loi qui doit être votée. Oui. Il y a une loi qui doit être votée tantôt. Et j'ai vu Mélenchon, d'ailleurs, qui était en colère à l'Assemblée. Alors, c'est la loi, on dit qu'on n'a plus le droit de filmer les policiers. Et par contre, si j'ai bien compris les choses, c'est ça. Hein, on ne doit pas filmer les policiers qui sont en action. Non. C'est pas ça. Non. On peut les filmer, il n'y a aucun problème. Tu peux filmer puis rester chez toi, regarder tes images. Là, la liberté et tu ne peux pas diffuser à visage découvert. C'est ça. Oui, non mais tu peux filmer, tu peux diffuser, mais tu dois flouter le visage. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un commissaire de police, sa femme, tous les deux ont été tués devant leur petite fille. Parce qu'ils entre autres, parce qu'il y a d'autres cas. Et cette loi-là, apparemment, Mélenchon, il est vent debout contre cette loi-là. Alors que je pense quand même que quelque part, les policiers aussi méritent d'être protégés, peut-être, non? Je pense que Mélenchon, est en campagne. Hein. On est d'accord. Bon, il a lancé sa campagne, il est parti premier, peut-être un peu tôt, mais il est parti. Qu'est-ce que Mélenchon dirait si on diffusait les images de journalistes? Si on diffusait les images de délinquants? Vous savez qu'on n'a pas le droit de montrer le visage d'un délinquant et on n'a pas le droit de montrer qu'il a des menottes. Je n'ai jamais entendu Mélenchon dire que c'est pas normal. Monsieur finit de tuer deux mounes et puis nous pas les doit montrer le visage monsieur, nous pas les doit montrer qu'il n'y menotte. C'est pour ça qu'on jette tout le temps un blouson sur ses mains. Mais bien sûr. Donc, alors, on protège. C'est de l'hypocrisie. Hein. On protège des délinquants potentiels parce qu'ils n'ont pas encore été jugés. Hein. Et tout le monde trouve ça normal. Le respect de la présomption d'innocence. Et puis, je veux dire, tu peux pas. Imaginons que le type, il n'ait pas tué les gens. Donc, tu l'as déjà jeté en pâture. Tu as montré son humiliation. Donc, là, mais personne ne proteste. Et par contre, quand c'est des policiers, allez, c'est parti, quoi. Je crois que ce que Mélenchon ou d'autres craignent, c'est qu'on atteinte à la fois aux libertés, déjà, et ensuite qu'on atteinte à la nécessaire, je dirais, preuve, l'indispensable preuve de certains comportements déviants, entre guillemets. Attends, une seconde. Ce n'est pas ça le problème, parce que effectivement, les images peuvent être toujours un élément de preuve en cas de poursuite. Bien sûr. Et donc, mais il faut expliquer ça. Il faut expliquer parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur le floutage. on peut ne pas être bien dans le centre du débat et se dire mais attendez, il y a des gens qui parce qu'ils ils sont investis du pouvoir de la loi se permettent d'outrepasser la loi et puis on va pas pouvoir le prouver parce que eux il faut surtout pas jeter. C'est pas ça l'idée. Ouais. L'idée c'est de ne pas pouvoir identifier la personne. Et c'est très vrai. Nous sommes dans un tout petit territoire. Le gars, on le rencontre tous les jours. On va le rencontrer un dimanche au libre service. Ouais.
Et si par hasard, on est un peu excité sur les bords, et il y en a quelques-uns ici ou ailleurs, eh bien on va dire, c'est toi que j'ai vu à la télévision, là, ça me plaît pas ce que tu fais. Et boum, boum, boum. Ou bien on va le voir avec son gosse, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas admissible. Et d'ailleurs, ce que vivent ces gens-là, quelquefois, les forces de l'ordre en Martinique vivent ça. Mais la loi... Et vont habiter dans un autre espace géographique que là où ils exercent leur fonction, dans le cadre de la police, etc., mettre leurs enfants effectivement en dehors de la commune, ce sont des réalités. Parce que je dirais que les citoyens, 90% des citoyens savent qu'il faut d'une police, et il faut de forces de l'ordre. Et puis, il y a une partie de la population qui est en conflit, et quelquefois même en guerre, d'où c'est mort, avec ce qui représente l'autorité. Mais la loi dit aussi que les images filmées du public doivent servir dans le cadre d'enquête. C'est pas pour la divulgation au grand public. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a deux choses. Il y a la lutte contre le mauvais usage de ce type de film sur les réseaux sociaux. Ça, d'accord. Okay. Je veux dire, tu filmes un type en train de bastonner un manifestant. Ok, bon. Et puis tu balances. Bon. Et puis derrière, on s'aperçoit que c'était pas un manifestant. Il peut avoir toutes sortes d'interprétations. Donc, je crois que, d'ailleurs, la France n'est pas le premier pays à interdire la diffusion d'images de policiers. Alors, on a le droit, donc je répète, on a le droit de filmer, mais on n'a pas le droit de diffuser sans flouter les visages. Ouais. Mais par contre, le film, il existe, et Yann a raison. Si jamais il y a une enquête, s'il y a une plainte déposée, vous pouvez toujours montrer le film avec le visage. Bien sûr. Voilà. Et peut-être que Mélenchon s'insurge comme ça parce qu'il n'a pas envie que s'il y a un autre dérapage de sa part, c'est moi la République, et se battre avec des policiers. La loi, c'est moi. Donc il essaie de se protéger déjà en amont. Bon, il faut rappeler qu'il a été condamné. Il a été condamné. Et oui, il a été condamné. Et il a utilisé un chéquier de la France Insoumise pour payer une amende personnelle. Et là encore, il est poursuivi pour avoir fait ça. C'est pas bien. Ouais, enfin. Je ne vais pas demander de commentaires à monsieur le maire. Alors, les éboulements, canalisation cassée, route détruite, cette catastrophe en Martinique, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais moi j'ai vu des images... J'ai vu des images là à Sainte-Marie, à... Comment ça s'appelle, mon Dieu? Pas Mont-des-Esses, mais Font-Saint-Jacques, il y a une maison carrément qui tient à peine. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que l'État, catastrophe naturelle, d'accord, mais est-ce qu'il ne faudra pas un plus grand... Moi, je ne sais pas, je pense qu'on a souvent parlé de ça ici, un tremblement de terre, quelque chose. Est-ce qu'on est équipé en Martinique pour pouvoir réagir à un phénomène grave et important? Bon, je vais laisser le maire en parler parce que lui, il est concerné. Est-ce qu'on est équipé? On a un certain nombre d'équipements. Est-ce qu'on est bien équipé? Sûrement pas assez. Est-ce qu'on a bien les dispositifs qui sont prêts en amont? Il y a le plan Orsec, etc. Mais bon, pas toujours. Il y a à peu près une chose qui est certaine. C'est morbide ce que je vais dire, mais c'est une réalité. C'est qu'il y a des sacs mortuaires ici en nombre suffisant. Ça paraît invraisemblable de dire ça, mais c'est une réalité. Parce que effectivement, en cas de catastrophe, et nous sommes sur une zone à risque, la première chose, ce sera d'éviter des épidémies. Et donc, on va prendre des mesures et des dispositions très pratiques pour prévenir autant que faire se peut. Sinon, est-ce qu'on est bien organisé? Je dirais, on n'est pas si mal organisé que ça, puisqu'on voit qu'il y a une certaine réactivité. Nous sommes quand même un pays avec des infrastructures, doté de moyens. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, je vais vous dire. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je dis, c'est que dans beaucoup des îles de la Caraïbe, c'est encore ce qui existait autrefois qui est pratiqué. Et ça se pratique. Je salue d'ailleurs la population de Saint-Joseph et pour son engagement et son civil. Et d'ailleurs en Martinique, on trouve ça encore. Quand il y a les routes, par exemple, sont barrées, obstruées, des arbres, eh bien, les habitants du quartier viennent. Ça s'est passé à Rivière-Laure spontanément, mais je suis surpris aussi de voir, il faut le souligner, la réactivité de nos services. J'ai informé par les services de la collectivité territoriale de ce qu'il y avait un éboulis, un barrage, etc.
eh bien, très rapidement, ils sont arrivés. Alors, mais quand ils sont arrivés, les gens du quartier avaient déjà fait l'essentiel du boulot. Mais là, vous les avez avertis en tant que président de l'Assemblée ou en tant que maire? En tant que maire. Peut-être que la réaction n'aurait pas été pareille si vous étiez simplement maire. Je demande. Là, vous dites ça sur le ton de la boutade et de la plaisanterie. Je crois que les choses n'en sont pas là et que chacun, quelles que soient les oppositions et l'âpreté des échanges et des propos, a le sens de l'intérêt général. Parce que dans d'autres circonstances, ça joue. Par exemple, si vous avez des demandes plus soft, oui. Mais quand c'est une demande catastrophe, nous sommes solidaires. Au-delà de nos différences, au-delà des combats, au-delà de tout, je veux croire et je constate que la solidarité existe. Alors, Eddy, on avait parlé de ça, je me rappelle, il y a très longtemps, on était encore de l'autre côté. Ouais. Alors, on parle du plan séisme anti-préparer la 3e phase. S'il y a un gros tremblement de terre, tu avais parlé des plaques, l'aéroport du Lamentin disparaît. Oui, Grosso en fait, modo. bon, on est sous l'eau, quoi. On a sorti un business news sur ce dossier, ça s'appelait Menace de mort. Alors, Yann a une vision très optimiste. Hein. Il dit les sacs mortuaires. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça se passe au milieu des années 2000. Le préfet nous commande une étude sur la bonne connaissance par la population martiniquaise, on va dire, de l'ensemble des numéros d'urgence, des bonnes pratiques en matière de sécurité sur l'ensemble des risques. Hein. Est-ce que les gens, grosso modo, en Martinique, savent ce qu'il faut faire avant, pendant et après? Bon, le résultat était catastrophique. Donc le préfet c'était d'Assonville à l'époque. Et je me souviens, il y a un expert avec lui qui parle du tremblement de terre, le risque majeur par excellence. Donc imprévisible, parce que bon, cyclone on sait, éruption volcanique on sait, glissement de terrain, bon, on peut deviner quelles sont les zones, mais le tremblement de terre c'est compliqué. Et le type dit, s'il y a un force 7 ou 8 à 10 km de profondeur au large de Trinité ou de Tartane, on va dire ça comme ça, on est sur une catastrophe majeure où il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. Et donc il ose à peine dire le nombre, il dit plusieurs dizaines de milliers de morts, et le préfet le taquine un peu en disant bon alors ça serait combien? Il dit écoutez monsieur le préfet, ça dépend si c'est de jour ou de nuit, il vaut mieux pas que ça soit de nuit, parce que les gens sont chez eux, quoi. On pourrait tout à fait aller entre 40 000 et 80 000 morts. D'accord. Et là, ça jette un froid dans l'Assemblée, et il y a un type qui dit monsieur le préfet, excusez-moi, mais comment on va faire pour enterrer 80 000 morts? Parce qu'on a de l'habitat diffus, on ne pourra même pas aller récupérer les gens, etc. Et le préfet lui dit à l'époque, je me souviens très de ça toujours, il dit, quand on a 80 000 morts en Martinique, on n'enterre pas les gens, on fait partir les vivants. Donc il va falloir évacuer l'île. Et je suis sûr que Yann a déjà entendu ce discours. Il est clair que si on a 80 000 morts, on ne pourra pas les enterrer. Aller les chercher dans tous les morts là, ça ne sera pas vrai, ce n'est pas possible. Et quand on a cette configuration-là, très vite, il y a des épidémies, hein, très vite. Il va falloir évacuer. Et sans l'aéroport du Lamentin, ça va être un peu compliqué. Ah ben c'est même pas la peine, l'aéroport il est sous l'eau. Hein. Il y a ce qu'on appelle de la liquéfaction. Il faut quand même rappeler que l'aéroport et la zone du Lamentin, c'est une zone qui est au-dessus d'une énorme nappe phréatique. Et on sait très bien, il y a plein de photos, il y a plein de documents là-dessus, qu'en cas de séisme majeur, ce qu'il y a en haut plonge dans la nappe phréatique. Alors, vous imaginez ça. Et moi, je suis sûr que Yann a déjà participé à plein de réunions où le scénario d'une évacuation éventuelle du territoire est pas inimaginable. D'ailleurs, à côté de chez nous, à Montserrat, la moitié de la population, là c'est un volcan, mais la moitié de la population a été évacuée et les gens ne sont pas revenus. Ils ont été évacués à Londres, ils ne sont pas revenus. Bien. Alors, monsieur le maire, justement, lorsqu'on délivre un permis de construire,
quelles sont les choses préventives qu'on demande, grosso modo? Bon, c'est vrai que vous êtes en poste depuis peu, mais bon, je pense qu'en homme politique averti, est-ce qu'on fait des demandes de fouilles du sol, savoir connaître ça? Ça, c'est au moment où on fait le plus. Oui. Mais une fois que le plan existe, le plan local d'urbanisme, il faut se plier aux règles du plan local d'urbanisme. C'est ça. Alors, ce sont des règles qui zonent le territoire. Il y a ce qui est constructible, il y a ce qui ne l'est pas. Il y a, ou alors constructible, mais avec des prescriptions spéciales, etc. Alors, quelquefois, les gens ne comprennent pas. Je dirais même souvent. Ils ne comprennent pas parce qu'à côté de chez eux, c'est constructible. Ou alors ils ont acheté un terrain constructible et puis après le plus, il n'est plus constructible. Voilà. Et puis il y a une petite poche. On se demande pourquoi. Ouais. Donc c'est compliqué parce que au moment où nous sommes en train de faire ce travail avec la DUAM à Saint-Joseph, j'ai enclenché ce processus. Quand on va entrer il faut que la population soit très attentive parce que les gens, des fois, ne font pas trop attention. Ils ont un bout de terrain, comme vous dites, qu'ils ont pu acheter pour construire. Et puis, au moment où ils déposent le permis, on dit, vous savez, on a déposé le plus, c'est fini, vous ne pouvez plus construire là. Quels sont les critères? Les critères, ils sont, je dirais, même un peu négociés avec les services de l'État, les services compétents de l'État, le BRGM, etc., qui font des études. Il y a des études sur la nature des sols, sur la topographie des lieux, sur le fait que les zones sont inondables ou pas. Il y a des quartiers qui sont des quartiers à risque. J'ai d'ailleurs l'intention de faire une grosse réunion là-dessus avec les services compétents. Nous avons une parcelle du territoire de Saint-Joseph où il y a d'ailleurs déjà eu un drame dans les années 60, à la fin des années 60 ou début 70, où il y a eu un drame affreux, où 2 familles ont été endeuillées et très largement, c'est le quartier de Rivière-Lor, où il y a une partie des constructions qui est quasiment dans le lit majeur de la rivière. On a eu très peur lors des dernières pluies. Le niveau de l'eau est monté de mémoire des habitants et des plus âgés. Ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, effectivement, il y a des gens qui étaient isolés et qui d'ailleurs le sont assez régulièrement parce que l'accès à leur maison se fait avec un gué. Et là, c'est assez régulier, soit isolé. Donc, il y a des risques individuels et collectifs. Plus urgent, c'est peut-être d'avoir un système, je dirais, sinon de mise hors d'eau, mais au moins pour pouvoir accéder lors des crues, pas des crues comme il y a, mais des crues, je dirais, classiques, comme on en a tous les ans. Tous les ans, une partie de ce quartier est isolée. Alors, en France, ce genre de phénomène s'est déjà produit dans le Var. Ouais. Et je me rappelle, c'était sous Sarkozy, où il y a toute une commune qui ne devait pas reconstruire, qui ne devait pas revenir sur les lieux. Ouais. Mais est-ce que depuis, et puis ce qui nous est arrivé là, est-ce qu'on va intensifier les contrôles pour essayer d'empêcher ça? Parce que, bon, on ne peut pas tout prévoir. Moi, je vois certaines routes, quand je regarde l'état des routes qui ont été cassées, on peut se poser des questions, mais c'est difficile de prévoir l'imprévisible, quoi, en fait. C'est pas tout à fait le cas. Je pense que... Alors, moi j'ai creusé un peu le dossier et il y a un site qui existe, un site national, où il est possible, en mettant le nom de son quartier, ça s'appelle Géorisque, donc vous pouvez taper Géorisque et puis vous allez voir, c'est par département, donc il y a la Martinique, il y a tous les départements français et tout l'outre-mer, et vous pouvez voir si de manière précise et de manière quartier par quartier, avec une carte. Même parcelle par parcelle. Oui, tout à fait. Vous pouvez voir si vous êtes à risque sur le plan des glissements de terrain. Alors, il y a des gens qui nous disent, ouais, mais ça fonctionne comment? Pourquoi ça glisse, etc. Et je pense que c'est intéressant donc, j'ai passé quelques coups de fil et puis il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, en fait, bon, je vais être schématique, mais il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Il y a une roche dure qui ne va pas bouger, et au-dessus, il y a une roche volcanique qui est en train de se désagréger, et notamment qui donne de l'argile, etc. Et l'eau pénètre, passe sous la première couche de roche volcanique se désagrégeant, et ça fait une espèce de tapis.
et la roche volcanique bouge. C'est pas le fond, le basalte dur qui bouge, c'est ce qui est venu se déposer avec les éruptions volcaniques. Et c'est notamment le cas dans le Nord-Atlantique, tout simplement parce que c'est une zone volcanique récente, jeune. Mais ça se passe aussi dans le sud. Donc, en fait, et il y a une carte qui a été faite par le BRGM où il y a des petits points rouges sur... elle est publique, elle a été rendue publique il n'y a pas très longtemps, sur toutes les zones où il y a des glissements de terrain potentiels. Il n'y a aucune zone de la Martinique, un peu le Nord Caraïbe qui est un peu épargné, mais il n'y a quasiment aucune zone de la Martinique, surtout dans les reliefs, dans les montagnes en fait, ou dans les mornes simplement, qui soit épargnée. C'est-à-dire que toutes ces terres liées à d'anciens dépôts volcaniques vont irrémédiablement bouger. Alors, il aurait fallu faire des fondations comme les fondations qui ont été faites pour l'immeuble. Oui, mais si tu fais à Fort-de-France, mais si tu fais des fondations, tu touches la roche, ça va pas bouger. Mais la terre qu'il y a entre ta maison et la roche, elle va partir, elle va couper tes poteaux de fondation. Ouais. Mais on peut rien faire contre ça. Hein. Donc les routes vont partir. Morne-Calbas à Fort-de-France, vous vous rappelez Soleil Levant au François, vous vous rappelez ces gens qui ont perdu leur... Mais il y a ça partout en Martinique, partout. Alors, les maires, vous avez certains problèmes parce qu'une zone qui est en rouge, bon, si les habitants mettent peut-être un peu la pression sur la mairie, bon, peut-être que le maire de rouge peut peut-être passer à jaune en se disant, en espérant qu'il n'y aura rien, je ne sais pas, mais parce que c'est vrai, finalement, les communes, si on se réfère à ce que tu viens de dire, on ne peut plus délivrer de permis de construire, quoi. C'est presque ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus restrictif qu'autrefois, surtout qu'autrefois on construisait sans permis. Et c'est vrai que les maires sont soumis à cette pression, à cette incompréhension quelquefois. Après, les maires, ils prennent avis des gens qui sont des sachants, puisqu'ils ne sont pas tous experts par définition. Et puis après, ils interpellent leur conscience. Hein. Moi, si je dois dire non, parce que en mon âme et conscience, j'ai le sentiment que j'expose celui à qui je veux faire plaisir à un risque tel que celui-là, c'est-à-dire le risque de voir sa maison détruite, ce qui serait demi-mal, mais lui-même et sa famille, je ne veux pas prendre ce risque-là. C'est une difficulté dans la prise de décision en termes de responsabilité. Et on l'a vu sur l'affaire du Covid, où il y a eu des danseurs de tango, quoi. Un jour, ils étaient avec monsieur le préfet, ils disaient, monsieur le préfet, on va de l'avant, et le lendemain, le tempo avait changé sous l'effet et la pression de l'opinion publique, et puis on faisait 2 pas en arrière. Alors, quand vous avez dit danseur de tango, je pensais que vous alliez faire allusion aux danseurs de chanter Noël aussi. C'est pas la même musique. C'est pas la même musique, c'est vrai. Ce n'est pas le même rythme. Oui. Et puis on danse pas. Et puis on ne danse pas nécessairement, on est plus statique. Alors parce qu'on ne peut pas danser avec un petit carnet. Dans le tango, il y a un mouvement d'avancée timide et un grand mouvement de recul. D'accord. Et donc, ce sont plutôt des danseurs de tango, c'est-à-dire le lundi, on dit au préfet qu'on est d'accord, et puis ensuite, on prend on passe des communiqués de presse, on adresse des courriers à une autre autorité pour que ce ne soit pas trop dans la confusion, et on dit le contraire de ce qu'on a demandé la veille, etc. Ça, c'est la pression de l'opinion publique. C'est ne pas pouvoir essayer d'expliquer à la population que on est dans un processus de décision et qu'à un moment donné, on doit prendre des décisions en fonction des informations dont on dispose, qui sont sans doute des informations contrariantes, qui aussi laissent une marge d'erreur à la décision que l'on prend, mais qui sont des décisions, je veux dire, graves. On a des fois envie de dire quelque chose, et puis on dit le contraire. Je pense que ni le préfet ni l'État ne sont contents de dire on confine. Encore que sur cette affaire de confinement en Martinique, j'ai mon idée. Mais bon, à un moment donné, je peux concevoir qu'on prenne une position qui résulte des informations. Mais il faut avoir le courage de l'assumer. Oui. Alors, il y a un autre problème important dans toute la catastrophe-là, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas assurées.
Et là, dans ce cas-là, ils ont perdu maison, terrain et ils ne seront pas remboursés, quoi. Ils ont perdu tout. Ils ont tout perdu. Parce qu'on se gosse beaucoup de il faut faire rapidement une déclaration de catastrophe naturelle. Mais une déclaration de catastrophe naturelle, ça ne veut pas dire que les gens vont recevoir de l'argent. Ça veut dire que les assureurs, pour les gens qui sont assurés, sont tenus de déclencher les remboursements, les indemnisations. Voilà. Rapidement. Bon, parce que d'ailleurs, les assureurs disent, attendez, il n'y a pas eu de décret. Bon, là, ça va Apparemment, ça vient. Mais les gens, la totalité des gens. Parce que, en fait, et c'est ça qui est terrible ici, c'est que les gens sont persuadés que tout est normal. Et on répète à longueur d'émission que nous sommes pas dans un environnement normal. 75% des entreprises martiniquaises n'ont pas de comptabilité. La très grande majorité des... j'ai pas le chiffre exact, mais la très grande majorité des propriétaires de maisons ne sont pas assurés. Ouais. La très grande majorité des locataires n'ont pas d'assurance responsabilité. 30% des gens qui sont sur la route n'ont pas d'assurance. Ouais. D'ailleurs, ils n'ont même pas de permis. Ah oui. Bon. Il faut effectivement, à la faveur malheureusement de ce genre de malheur, il faut bien expliquer aux gens qu'il faut qu'ils s'assurent. Parce que le principe de l'assurance, c'est que quand on paye et qu'on n'a pas de sinistre, on a l'impression qu'on a jeté l'argent. Eh oui. Mais le problème, c'est que c'est cet argent-là qui permet de payer ceux qui sont sinistrés. Et donc, c'est une solidarité, je dirais, contributive, en quelque sorte, mais c'est ce principe-là qui permet justement de trouver ces sommes importantes pour payer ceux qui, malheureusement, sont victimes. Alors, ils sont en général pas nombreux, et s'ils sont trop nombreux, qu'est-ce qui se passe? On augmente les primes d'assurance. C'est ce qu'on a déjà vu. Parce qu'on dit, écoutez, vous finissez... L'assurance, c'est pas un truc philanthropique. Hein. C'est je prends l'argent des uns, j'indemnise les autres, et puis j'en garde un peu pour moi. Bon. Le problème, c'est que s'il y a un déséquilibre, et s'il y a trop de sinistres par rapport à la contribution, eh bien, il faut augmenter soit le nombre de contributeurs, soit la prime des contributeurs. Et ce que vous dites là, monsieur le maire, on peut parler de la même chose pour les retraites. Hein. C'est un peu près le même système. Oui, c'est le même système. C'est ceux qui travaillent permettent de payer les retraites des plus âgés. Je voudrais insister sur un point, sur l'aménagement du territoire. C'est un des éléments majeurs, une des composantes majeures des responsabilités des communautés d'agglomération, mais aussi de la CTM. Il va falloir repenser de manière extrêmement forte cette histoire d'enfouissement de tout. Parce qu'on enfouit l'eau, quand je dis enfouissement, on creuse des trous et puis on fait passer des tuyaux. Donc, dans les tuyaux, il y a la communication, donc le téléphone, il y a la télévision, il y a l'électricité et l'eau. Mais quand on est dans un pays où tout fout le camp, dès qu'il y a un peu de pluie, il va falloir réfléchir à ça. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à les mettre en surface pour pouvoir intervenir, quand on peut, pour pouvoir intervenir et puis justement éviter que ça parte, parce que quand c'est en surface, c'est peut-être un peu moins rigide. D'ailleurs, en Guadeloupe, ce qui est en train d'être fait là, vous savez, le préfet a tapé du poing sur la table, il a dit cette histoire d'eau, c'est terminé les mecs, moi je prends le pouvoir et je répare. Eh ben, dans la plupart des cas, c'est en surface. Et donc les types ont dit, c'est pas la peine d'aller fouiller, c'est tellement pourri que on va les mettre en surface et comme ça on va pouvoir aller plus vite. Et ce qui est fait à Font-Saint-Jacques, c'est la même chose là, pour l'instant. Les canalisations de secours sont mises en surface. Donc, l'aménagement du territoire va devoir être revu, à mon avis, parce qu'on est dans un pays où il y a un certain nombre de décisions stratégiques qui sont prises, mais qui ne tiennent pas compte de l'économie du risque. Parce que si on enfouit tout, et qu'il y a un méga tremblement de terre, on fait quoi? Oui, mais c'est un gros cyclone. Mais c'est ce que j'allais dire. Téléphone et électricité, les groupes sont arrachés. Non, mais je ne dis pas de laisser en hauteur.
ce qu'on peut concevoir, c'est un entre-deux en disant, c'est en surface. C'est en surface, donc ça peut pas être emporté par la terre, mais même si c'est emporté, parce que c'est tout à fait possible, on peut plus rapidement connecter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Anne. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est un débat technique, moi je ne suis pas non plus un expert, mais ce que je sais, c'est que d'un point de vue esthétique, donc je dirais la pollution visuelle, l'idée d'enterrer est une bonne idée. Pour ce qui concerne un certain nombre de câblages, notamment EDF, passer en souterrain, ça présente aussi des avantages, par exemple dans le cas des cyclones, et que finalement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire des coupures sur des tronçons, au regard du linéaire placé, c'est finalement pas catastrophique. Donc, je pense que c'est un peu un débat d'experts sur lequel je veux être modeste, mais je pense que les deux points de vue, mais il faut y réfléchir. Il y a cette problématique, incontestablement, mais il y a aussi tellement d'avantages à enterrer. Je vais vous dire, moi, si la Martinique n'avait pas de réseau aérien, elle serait beaucoup plus belle que ce que ça ne l'est actuellement. Beaucoup plus belle. Alors, les gens n'ont pas d'assurance, mais est-ce que l'État peut faire quelque chose pour eux, ou la collectivité, ou leur donner un petit espoir quand même? Alors, là, c'est... Bien sûr, l'État peut mettre en place des dispositifs de secours exceptionnels. La collectivité peut aussi le faire. Ça a déjà été fait. Peut-être les héberger à... Non seulement les héberger, mais les aider quelquefois. Vous savez, c'est une manière, de les aider tout en considérant qu'ils sont un peu imprévoyants, parce qu'il y a de l'imprévoyance. Mais on ne peut pas non plus... Alors, c'est fait dans les cas, je dirais, de nécessité les plus notoires. Si vous avez une personne qui est complètement démunie, il faut la reloger. Bon. Dans les autres cas, c'est une appréciation qui est différente selon les situations et selon l'ampleur des dégâts. En l'occurrence, je pense qu'il faut qu'on aide ces personnes. Par exemple, moi, quand j'entends cette dame qui raconte qu'elle a fait sa crèche, qui était aussi sa maison, donc elle en avait fait son activité à la fois professionnelle, son lieu de vie, et puis elle voit tout s'effondrer, toute une vie s'effondrer. Alors, je ne sais pas si elle est assurée, mais il est certain que si elle ne l'est pas, d'une manière ou d'une autre, il faut trouver et mettre en place des dispositifs pour lui venir en aide. Mais ça relève, je dirais, du bon vouloir et de l'État et des collectivités. Alors, tout à l'heure, là, monsieur le maire, vous avez fait allusion à ce confinement, vous avez une idée sur cette histoire, mais vous avez peut-être fait attention, il y a déjà 3 restauratrices qui se sont suicidées en France parce que leur restaurant, leur business est fermé, elles ne peuvent plus, la vie s'écoule et j'espère qu'on ne risque pas ça quand même à la Martinique, mais quand les gens sont... Parce que le confinement quand même, il y a des problèmes psychologiques qui se créent. Et est-ce que cette histoire d'empêcher aux petites boutiques d'ouvrir, c'était vraiment la solution? Alors moi, je vous dirais que je ne suis pas convaincu que ce soit la solution. D'abord, première interrogation, pourquoi a-t-on confiné la Martinique? Alors, on nous a dit, oui, il y avait une saturation des hôpitaux, et il y avait une accélération du nombre de cas par rapport au nombre de cas qui sont testés, etc., etc. Bon, moi, ce que je constate, c'est que quand on examine bêtement les chiffres, ici, on est à une 40aine de cas de décès, malheureusement, c'est trop. En Guadeloupe, ils sont à 140, en Guyane, 80. Bon, alors pourquoi la Martinique? Alors, il semblerait que c'était pour empêcher qu'on arrive à ces cas-là. Alors, j'entends bien, je continue. Est-ce que ça n'est pas aussi parce qu'on nous a envoyé les malades de Guadeloupe, il faut la solidarité, et les malades de Guyane, et puis quelquefois ceux de la Caraïbe, qu'on a demandé à nos structures hospitalières de servir de centre régional, en quelque sorte, et sans donner les moyens d'ailleurs à notre hôpital. Je rappelle qu'on a donné 600 millions à l'hôpital de la Guadeloupe et 90 à la Martinique. Et cette différence de traitement n'est pas acceptable. Ensuite, vous dites, je dirais, en général, est-ce que ça fait sens? Moi, j'en sais rien si ça fait sens ou pas. J'ai quand même tendance à écouter un peu les médecins, et j'ai posé la question à un médecin. Il y en avait 2, ils avaient 2 avis un peu différents. Bon,
Mais ce qui est vrai, c'est qu'en Espagne, ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'on a fait. Parce qu'il y a la réalité, en plus, s'ajoute à ça le sentiment d'injustice. En Espagne, ils ont dit, toutes les grandes surfaces au-dessus de 800 mètres doivent réduire leur surface de vente à 800 mètres et on ne ferme pas les petits commerces. Ils ont fait exactement l'inverse. Donc, je ne vois pas pourquoi les Espagnols, ils font quelque chose et puis nous, on fait autre chose. Vous savez, toutes ces questions-là, on se les pose. Alors, il faut être modeste parce qu'encore une fois, on ne prétend pas avoir la réponse. Mais je me pose des questions que se posent les Martiniquais. Ce que je dis par ailleurs, c'est que maintenant, il faut nous déconfiner. Il faut arrêter de déconner. Hein? Bon. Parce que quoi? Parce qu'on a constaté qu'en réalité, la tendance est à la baisse. Alors, on va me dire, oui, mais c'est parce qu'on a confiné. D'accord. J'entends, ok. Mais moi, je veux bien qu'on ait fait ça. Quand on ne sait pas, dans le doute, il faut peut-être être un peu prudent, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Mais si c'est le cas, et puisque c'est le cas, d'ailleurs, nous avons une réunion pour ça, en visioconférence avec les socio-professionnels, à leur demande. Et j'ai suggéré au président de l'Assemblée et d'inviter tous les Martiniquais, j'espère qu'ils viendront, je dis les Martiniquais et notamment les élus, les parlementaires et autres, qu'on soit tous autour d'une table, puisqu'on est tout le temps en train de dire qu'on veut travailler ensemble, on veut faire pour la Martinique. Bon, ben on est dans le pétrin, on se met autour d'une table et puis on essaie de trouver des solutions. Et on doit ensemble porter une demande dont je suis un peu l'initiateur, qui consiste à dire, puisqu'on a traité la Martinique de manière différente des autres territoires d'outre-mer, nous sommes le seul territoire d'outre-mer confiné, eh bien, il n'est pas acceptable que les dispositifs de compensation de ce confinement soient les mêmes qu'ailleurs. Nous devons bénéficier de mesures spécifiques de compensation. De la part de l'État. De la part de l'État. L'État ne peut pas nous traiter sur un plan d'égalité concernant les dispositifs de compensation quand nous sommes plus percutés du fait des décisions de l'État. Bien. Et donc, il faut que nous soyons unis pour que, précisément, et vous savez, quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il m'a dit, je demande pas qu'on me donne de l'argent pour ne pas travailler, je demande de pouvoir travailler. Ça revient au désespoir que vous évoquiez tout à l'heure. Eh bien, il faut qu'on laisse les petits restaurants ouvrir, il faut qu'on laisse la coiffure, le coiffeur. C'est vrai, je ne suis pas un bon client, quelqu'un m'a fait observer ça l'autre jour, c'est vrai, bon, je l'entends. Mais qu'on laisse les salons de coiffure ouverts, on leur a demandé de dépenser de l'argent pour mettre en place des dispositifs, et puis vous savez, le salon de coiffure, vous allez dans un libre-service, vous touchez la bouteille, celui qui vient après la touche, etc. Chez le coiffeur, vous êtes assis, le coiffeur, il a pris des précautions, il se lave les mains, vous vous lavez les mains. Il y a beaucoup moins de risques. Par contre, si vous voulez, par contre, pour vous faire terminer sur une petite note d'humour, le chanter Noël, quand même, il ne faut pas rigoler. On sait très bien, on le sait, en fait, pas moi, c'est tout le monde, pour ceux qui se renseignent un peu, que les principaux clusters, c'est-à-dire centres de contamination, sont les réunions familiales ou amicales. C'est-à-dire, j'invite quelques copains chez moi, ou ma famille, à un anniversaire, à un baptême, et puis là, boum, toute la famille, tout le monde est touché. Et puis à l'hôpital, après, ils disent, ah, vous avez vu qui? Ah bon, on a vu lui, et c'est lui qui vous a contaminé. Il a contaminé toute la famille. Et l'essentiel des contaminations se fait par ce canal-là. Donc, revenons un peu sur terre, revenons sur le bon sens. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y a un déconfinement samedi. J'espère que c'est vrai, parce que si ça n'était pas le cas, je pense que les gens finiront par se révolter. Et je crois que tous les gens de bon sens finiront par dire « enough is enough ». Bien. Eddie? Oui. Bon, pardon, enough is enough, assez, pour ceux qui ne comprennent ça pas suffit. le anglais. Assez, c'est assez. Ça suffit. Bon, n'allons pas plus loin. Ok. Bon, je ne sais pas si on aura un déconfinement. Je pense qu'on aura probablement, dans les jours qui viennent, une autorisation d'ouverture des commerces non essentiels. Je pense que c'est important et ça va se faire, selon nos informations. Bon. Par contre, il faut quand même expliquer pourquoi on ferme un certain nombre de commerces. Vous avez quand même remarqué qu'il n'y a pas eu de branle-bas, de combat ni de révolte lors du premier confinement. On n'a pas
Les gens ne sont pas descendus dans la rue pour dire moi je veux rester ouvert. Non, mais à l'époque, les gens avaient peur, ils ne connaissaient pas encore le truc et ils étaient inquiets. Ah oui, ils avaient peur, ils ne connaissaient pas le truc, etc. Bon, depuis, ils savent pourquoi ils ont peur. Parce que depuis, le nombre de morts n'a pas. Donc je pense qu'il faut. Mais non, mais le président. Attendez, on va te je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai pas. On n'avait pas de masque à l'époque. Attends, Ok. mais non, mais Ok. je ne vous ai pas interrompu. Ok. Il y a un élément, il faut expliquer aux gens, et c'est là la problématique majeure. C'est d'abord une problématique de communication. Plus tu ouvres de commerce, plus tu as des gens dans la rue. C'est pas compliqué, c'est ça. Et les gens disent ah mais bon chez moi je peux venir, j'ai toutes les mesures. Et les gens ont raison, les commerçants ont raison. Oui, ils pratiquent les gestes barrières, ils ont mis les choses en place. Mais il y a un effet volume. Et la France n'est pas le seul pays où on dit vous fermez. Je vous rappelle qu'il y a un type qui s'appelle Boris Johnson. Vous vous rappelez de lui? L'Angleterre. Premier ministre. Qui disait écoutez, laissez les commerces ouverts, laissez tout ouvert, on roule. Il s'est chopé un Covid, et depuis, c'est le numéro 1 des fermetures en Europe et dans le monde. Parce que ce qui se passe au Royaume-Uni, là, tout est fermé, tout. La totale, ok? Et c'est Boris Johnson qui était l'un des fervents. Donc, ils ont parfaitement compris que plus tu as de gens dans la rue, plus tu as de gens en circulation, plus le virus circule. Mais il y en a raison. C'est pas en fermant les commerces non essentiels qu'on va baisser de manière forte la transmission. Ok? Pour éviter la transmission, il faut mettre en place, et tout le monde le sait. Alors, j'espère qu'ici, ils vont finir par arriver. Qu'est-ce qui s'est passé en Guyane? En Guyane, les mecs ont dit, comme vous allez dans des fêtes familiales, chez vous, chez tonton, chez tati, à partir de 19h, personne n'a pas qu'à sortir. Parce qu'il a raison. C'est pas des fêtes à 10h du matin, hein. C'est des fêtes à partir de 18h, le week-end, le soir, etc. Bon, il n'y a qu'une seule chose qui fait baisser de manière radicale la transmission, c'est le couvre-feu. Ok? Et c'est bien la Guyane. Alors ici, comme le préfet a été attaqué par un certain nombre d'élus, il a dit, bon, je vais vous mettre un couvre-feu commercial. Bonjour les dégâts, quoi. Il sait très bien que... Et moi, je pense, les informations que l'on a indiquent très clairement qu'on va vers un vrai couvre-feu. Mais on sera déconfiné avec un couvre-feu. Non, pas de déconfinement. Pas de déconfinement. Ouverture des commerces. Vous allez faire vos courses. Vous avez le droit d'aller acheter... un livre, par exemple, vous avez le droit d'acheter quelque chose de non essentiel. Par contre, dès que vous avez fini, vous rentrez chez vous. Et c'est ça. Parce que on a beau le répéter, tant qu'il n'y aura pas 400 morts ou 500 morts, les gens vont continuer à penser. Parce que je pense que une grande majorité des gens pensent qu'ils ne risquent rien. Que cette histoire est une blague et qu'il y a une espèce de complot général. Bon, mais il y a bien un pays où les gens commencent à se dire que finalement, c'est pas une blague, c'est les États-Unis. Mais ok. Alors en France, on est épargné parce qu'on a juste un mot là-dessus. J'entends bien tout cela. Pardon, Yann, je veux juste dire un petit truc. Il faudrait que le président de la République lui-même commence à parler différemment, parce que le président dit il faut vous habituer à vivre avec. Donc ça veut dire il faut sortir, faire ce que tu fais d'habitude, en sachant que le Covid roule. Non, c'est pas ça le message. Quand il dit il faut vous habituer à vivre avec, et on l'a déjà dit dans cette émission, vous aurez régulièrement, sur une période dont on ne connaît pas la durée, confinement, déconfinement. Ah, d'accord. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ne venez pas me dire que il faudra plus être confiné. Ne venez pas me dire ça. Vous, tant qu'on n'aura pas un vaccin, et c'est ça, je pense que c'est le cœur du débat, c'est il faut un vaccin rapidement de manière à faire en sorte que 60% de la population ne soit plus en attente d'être contaminée. Ok, Yann. Là où ça passe pas, et c'est pour ça que ça passe pas, et ça ne passe pas ici. Comment peut-on tenir ce raisonnement-là et ne pas l'appliquer à la Guadeloupe? Mais comment peut-on tenir ce raisonnement-là? Yann, tu as dit des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Les Guadeloupéens, et on l'a déjà dit ici, ont eu un couvre-feu. Ok? Là, en septembre.
ils ont eu un couvre-feu sévère, très sévère, qui n'a jamais été appliqué en Martinique. Le couvre-feu a été appliqué pendant le premier confinement. Ah bon. Mais les Guadeloupéens, ils ont souffert. Ils ont souffert là. Non, Tandis c'est que, du pipeau, ça. mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas souffert du tout. Ils Mais n'ont rien attends, souffert du tout. pourquoi On n'avait qu'à mettre le couvre-feu. Ici, personne n'aurait râlé. C'est pas Personne vrai. n'aurait Non, râlé. Yann, Les coiffeurs Yann. n'auraient pas râlé. Non, les Yann. restaurateurs n'auraient Non, pas râlé. Yann. Les hôtels n'auraient pas râlé. Bien sûr, Yann, il faut que tu dises la vérité. Il y a un certain nombre d'élus, et tu sais qui ont demandé au préfet de ne pas mettre le couvre-feu. Non, je ne sais pas qui. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Tu en as entendu parler. Tu en as entendu parler. Je suis pas le dans ces préfet profils-là. voulait mettre un couvre-feu. Attends, Yann. Le préfet voulait mettre un couvre-feu. Mais personne- On en a discuté ici. Personne- Et les élus ont tapé du poing sur la table en disant Monsieur le préfet, ne mettez pas. Et le préfet a dit bon, vous acceptez qu'au moins on mette un couvre-feu commercial. Donc c'est encore les commerçants qui allaient trinquer. Donc il faut que un certain nombre d'élus, pas tous, aient des couilles qui disent oui, monsieur le préfet, vous avez raison, mettez un couvre-feu. Parce que quand le préfet de Guadeloupe a dit bon, ça suffit, ok, les mecs ils sont à 146 morts, ok, quand il a dit bon, ça suffit, on est même obligé d'envoyer des gens en Martinique. Mais les hôtels de Guadeloupe sont pleins, les restaurants sont ouverts, les salons de coiffure sont ouverts. Voilà la réalité. Non, mais on parle pas de ça. Ah, on parle de ça. Mais non. Ben, dis-moi qu'on parle pas de ça. Dis-le aux petits commerçants. Mais on mélange. Dis aux petits coiffeurs, dis aux petits restaurateurs, dis à l'hôtelier Mais non. qu'on parle pas de ça. On parle pas de ça. Mais si c'est dit ça, mais on va non, pas aller mais direct. non, puisqu'on est d'accord sur le fait qu'il faut réouvrir les commerces. Là où on n'est pas d'accord, c'est que les Martiniquais, tu as dit les Guadeloupéens, ils n'ont pas souffert. Les Guadeloupéens se sont vus imposer un couvre-feu. Mais Les nous aussi. Martiniquais n'ont jamais, les élus martiniquais n'ont jamais accepté le couvre-feu. Donc il va assouplir peut-être Il va ouvrir les commerces, il y aura peut-être mais un couvre-feu. il va dire à 21h, vous rentrez Voilà. chez vous. Bon, en tout cas, Et tu verras, hein. Attends, on prend le pari, Yann. Ok. Tu verras qu'il y a des élus qui vont dire ah ouais, mais pas qu'à comprendre, Poutine est obligé d'entrer Bocaino à 21h. Il y a un moment, faut arrêter de raconter des conneries quand même. Oui, Yann. Oui, non, Enfin, j'espère que tu ne feras pas partie des élus qui vont dire Je- est-ce que tu soutiens le couvre-feu? Je vais te dire quelque chose, très simplement. Je vais te donner mon point de vue et mon opinion là-dessus. Je vais te dire très simplement quelque chose, puisqu'il n'est pas prévu que le préfet nous consulte, puisqu'il m'a répondu à moi qu'il parlait d'exécutif à exécutif. En d'autres termes, l'Assemblée et les élus de l'Assemblée, ça ne l'intéresse pas. Donc, notre avis... Il consulte le préfet. Pas du tout, Il a consulté. pas du tout, il ne nous a pas consultés. Nous n'avons pas été consultés. Nous les n'avons même pas été parlementaires, informés. les parlementaires, et puis Nous avons reçu le document qui, je dirais, expliquait la situation qui a conduit à la décision du préfet par la sénatrice Conconne, pour ne pas la citer, qui nous a envoyé le document. Parce que, en tant que parlementaire, elle l'avait. Mais nous, les élus, je dirais, de l'Assemblée, nous n'avions pas ce document qui était censé nous donner des explications pour nous amener à accompagner une décision. Donc ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une forme de pouvoir discrétionnaire avec une caution très élastique, effectivement, de certains nombres d'élus, une décision de l'État. Eh bien, si l'État prend des décisions, ces décisions sont singulières pour notre territoire, et j'avoue ne pas comprendre la singularité de cette décision. Il n'y a pas de compréhension. Le taux et le nombre de cas par rapport au nombre de cas dépistés est inférieur à la Martinique, à celui de la Guadeloupe. Alors on m'a dit oui, mais ça allait en accélérant, d'accord. Alors nous, on nous punit, entre guillemets, alors que nous sommes, entre guillemets, plus vertueux, et puis on nous dit, mais oui, la réalité c'est ça. Non. Mais bien sûr que c'est ça la Puis on réalité. avait moins de cas, on va dire qu'on avait moins de cas. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, personne. Moi, j'ai pas entendu les Martiniquais dire pauvre Guyanais. J'ai pas entendu les Martiniquais dire pauvre Guadeloupéen. Mais on le dit. On est bien d'accord que les Guyanais, ils ont eu un couvre-feu, mais extrêmement sévère. Pas du tout. Mais pas bien du sûr, tout, le samedi pas du tout. après-midi. Mais le Attends, couvre-feu, Yann, le couvre-feu, Yann. je suis pour. Si c'est, Ah, d'accord. si c'est un dispositif, mais bien évidemment, ça n'est pas pénalisant, ou c'est moins pénalisant. Ah ben, C'est oui, beaucoup voilà. moins pénalisant. Oui, mais il faut choisir. Il faut choisir. Attends, il ne faut pas choisir, c'est pas nous qui choisissons. Ce n'est pas nous qui choisissons, encore une fois. Mais on n'a pas les moyens de choisir, Yann, et tu le sais très bien, parce qu'on n'a pas le moyen. Nous aurions peut-être fait les mêmes choix. Ah, d'accord. Peu importe. Mais oui, mais il ne faut pas me dire que c'est nous qui choisissons. Mais nous, quand nous constatons que les choix qui sont faits, nous ne les comprenons pas,
Je le répète, je ne fais qu'être là l'expression des citoyens. Le citoyen, le chef, le mec qui est dans son truc, qui dit, mais attendez, pourquoi vous m'interdisez de vendre ma marchandise? Pourquoi vous autorisez les grandes surfaces à le faire? Sur la base de quels critères vous autorisez certains à faire et pas moi? Sur la base de quels critères vous autorisez les Guadeloupéens à recevoir des clients dans des hôtels, alors qu'ils ont plus de cas de Covid que nous, à ouvrir leur restaurant, alors qu'ils ont plus de cas de Covid que nous? Sur la base de quels critères vous prenez une décision qui pénalise toute la Martinique et qui entraîne et qui a des effets catastrophiques? Je vais vous donner un exemple. Je le donne, un exemple qui me touche directement. Nous avions prévu la réouverture des boucaniers, du village des boucaniers, le 12 décembre. À cause de cette disposition prise par le préfet, nous avons repoussé la réouverture au 6 février. C'est pas normal. Et parce que nous ne pouvons pas rester dans une telle marge d'incompréhension et d'incertitude. Alors, les petits restaurants, le gars il dit, attendez, le mec en Guadeloupe, il dit, tu sais, à Bakaya, moins plein, moi, quand vendre tout bonnement, c'est vous, à touriste, qu'à montrer, sortir. Et l'autre ici, il lui dit, où ça, moi, qu'à point faire? Où ça, l'État rajouter moins faire? Mais c'est ça, comme ça qu'il le vit. Oui, mais bon, je suis pas sûr que ça soit aussi caricatural. C'est pas caricatural, c'est la vérité. Oui, non, mais... C'est nous qui avons pigé, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons souffert. Oui. C'est les petits commerçants martiniquais, c'est les artisans martiniquais, ce sont les restaurateurs, les hôteliers, les boutiques, les gens pour qui c'est la fin de l'année, qui pensaient vendre quelques jouets, etc. On leur a mis, comment on a créé ça, clic-cloc. Un clic-clac, comment on a créé ça? Ou quoi, commander? Click and collect. Click and collect. On va foutre, on va commander, clic. Ou quoi, un petit bouc là qui a vendu des petits pétards pour la fin de l'année, il dit, pas aller en l'aria, un petit 1000 € marchandises, qui c'est qui a vendu l'année d'art? Il n'y a pas qu'à vendre en patate. Ouais, parce que, attendez, moi je pense qu'avant de prendre cette décision-là, le représentant de l'État aurait dû consulter plus largement, qu'il aurait dû mesurer aussi pourquoi il y avait cette différenciation de traitement entre les territoires. Moi, je pense que c'est parce que la réaction des élus guadeloupéens était plus ferme que la nôtre et qu'ils ont fait savoir à l'État qu'ils n'accepteraient pas cela, qu'ils ne soutiendraient pas cette décision-là. Comme chez nous, ça a été un peu flou, un peu soutenant, un peu paumé, quoi. Eh bien, moi, j'ai la faiblesse de... Peu importe, je ne veux pas savoir ce qui s'est produit. Ce que je dis à l'État aujourd'hui, vous nous avez mis dans une situation qui pénalise notre territoire. Et quand on se compare la situation de notre territoire par rapport à d'autres territoires et à celui qui nous ressemble le plus, eh bien, vous nous avez mis dans une situation de pénibilité, d'handicap qui nécessite que vous compensiez les effets de vos décisions. Parce que nous ne les comprenons pas en plus. Ok sur la compensation. Par contre, le discours tel que tu le déclines doit intégrer des éléments qui sont les suivants, puisque tu compares les restaurants et les bars de Guadeloupe ont été fermés alors que ceux de Martinique étaient ouverts. Et j'ai pas entendu beaucoup de Martiniquais appeler les Guadeloupéens pour leur dire... À quel moment ils étaient fermés là? Mais bien sûr, ils étaient fermés en septembre. Mais nous rappelle-toi. Mais non, en septembre, on n'était pas fermés. Rappelle-toi. Mais non, puisque tout le monde était qu'à les restaurants et puis bars Martinique. Yann, quand même. Bien, on va passer à notre sujet. Faut pas... On va passer... En tout cas, les restaurants ont été fermés, là, au moment du confinement. Mais ils étaient ouverts. Ce que je peux dire, c'est que cette décision est incompréhensible pour un citoyen moyen, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un grand malentendu, et que ce grand malentendu, il faut le lever le plus rapidement possible. Bon, espérons que samedi, donc, les choses vont bouger. On va voir le plan Chlordécone 4. Alors, le plan Chlordécone 4, juste avant de vous donner la parole, je vais demander à Grégory donc, de me mettre le tweet de M. Letchimi qui dit « Encore des miettes distribuées dans un énième plan chlordécone qui enfonce les Martiniquais et les Guadeloupéens dans un choix délibéré de l'État. Vive avec le poison. Non, il faut réparer, dépolluer, rendre justice, indemniser et changer le modèle économique. » C'est un tweet de Serge Letchimi, député
de la Martinique. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan chlordécone 4 4, ça veut bien dire que c'est le 4e plan chlordécone qu'on fait. Et j'ai envie de dire sans résultat, quoi, en fait, grosso modo. Bon, au-delà du résultat, parce qu'il ne faut pas non plus être naïf, ce qu'on devrait demander, c'est est-ce que les montants, les budgets qui avaient été prévus ont été dépensés? Et la réponse, c'est non. Donc on peut faire autant de plans chlordécone qu'on veut, il faut quand même dépenser tout l'argent. C'est comme le plan séisme. Ouais. Le plan séisme, je vous rappelle que j'avais été voir avec un député, un directeur de cabinet, et le député avait tapé du poing sur la table en disant « Mais on ne dépense pas l'argent là pour refaire les écoles, etc. » Et le type qu'il avait en face de lui, qui était un fonctionnaire de l'État, lui avait dit « Monsieur le député, l'argent, vous le voulez avant ou après le séisme ?» Tu vois, ce genre de cynisme-là, c'est une réalité. Bon, ça a depuis un peu changé, mais la problématique, c'est que les sommes qui sont en jeu, là, ne sont pas à la hauteur, justement, des enjeux. 90 millions d'euros, je crois que c'est ça les sommes, c'est encore très très loin des besoins, en fonction de ce qu'on se fixe comme objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de réparer, donc de donner de l'argent aux gens qui ont subi les effets du chlordécone, de donner de l'argent aux gens dont les terres ont été polluées, de donner de l'argent aux gens qui ne peuvent plus planter ce qu'ils plantaient à cause de la chlordécone? Est-ce que c'est de soigner? Oui, est-ce que c'est de cancer et compagnie. Est-ce que c'est de dépolluer? Alors, quand on met tout ça l'un à côté de l'autre, 90, c'est pas 90, hein, ouais. parce que 90, c'est pas. Je présume que c'est pas que pour la Martinique. On est d'accord. Bon, donc non, je pense qu'il y a la nécessité vraiment que le gouvernement puisse dire on prend les choses à bras le corps. Et bon, je le répète depuis des mois, c'est à nous de changer de stratégie pour que le gouvernement dise on prend les choses à bras le corps. Et pour changer de stratégie, il faut simplement que nous puissions nous rapprocher des élus, des agriculteurs et des associations écologistes de Picardie, des associations et des porteurs de projets là-dessus en Allemagne, en Pologne, et que les Martiniquais attaquent l'Union européenne, qui a donné un certain... Et là, le gouvernement français peut-être se dirait, bon, c'est plus un problème de noir. Okay, de noir. C'est un problème global, parce que bien évidemment, une bonne partie de ce chlordécone a servi à lutter contre le charançon de la pomme de terre, pour protéger la betterave, etc. Et là, ce serait différent. On n'aurait plus quelques miettes, quelques petits trucs en disant, bon, écoutez, vous allez vivre avec ça et puis on s'en fout. Ça deviendrait un problème européen. Parce que les pays... qu'est-ce qui empêche, très sincèrement, qu'est-ce qui empêche une association écologiste martiniquaise de demander à un laboratoire indépendant de mesurer le taux de chlordécone, par exemple, dans les sols de Picardie ou avec la collaboration d'associations écologistes. Ils ont qu'à prendre un café Paris, ils ont qu'à monter dans la Picardie, ou ils ont qu'à aller en Allemagne, ils ont qu'à faire un prélèvement, et puis ils ont qu'à dire au gouvernement français, il y a du chlordécone dans vos champs. Et je peux te dire que ça changerait beaucoup de choses. Mais nous, tu sais, on reste chez nous, on a du chlordécone, machin, etc. Ben, le gouvernement français, il en a rien à foutre de ton chlordécone. Monsieur le maire, vous devez avoir pas mal de terrains impactés à Saint-Joseph. Non, vous n'avez pas eu beaucoup de bananes, là. Pas tant que ça, on n'a pas trop de bananes. Il y a quelques terrains, qui sont d'ailleurs, pour certains, ne sont plus du tout exploités. Il y avait eu une tentative de reconversion en élevage, mais vous savez que c'est pas possible non plus. Mais pas tant que ça. Par contre, sur cette affaire chlordécone, voilà, on est au 4e étage de la fusée. On a maintenant dépassé la Lune. Nous sommes en direction de Mars. Puis après, on verra. On ne sait pas trop où on va. C'est vers le soleil, hein. Ouais. Après Mars, c'est le soleil. Hein. Oui, mais... Et la fusée peut prendre feu. Elle a brûlé. Elle peut se brûler les ailes, comme Icare. On n'a peur de rien. Nous continuons. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de fonds de commerce politique, ou politicien. J'aime pas trop cet aspect-là, mais c'est une réalité. Ça sert de fonds de commerce à certains,
parce qu'on joue sur l'émotion. Nous sommes tous inquiets. Nous sommes tous inquiets, on parle de la santé, on a tous des amis qui malheureusement partent toujours trop tôt, ou des parents. On relie tout ça, fondé ou pas fondé, à cette problématique-là, sachant que d'abord il faut objectiver, il faudrait objectiver. Alors il y a eu des études épidémiologiques, mais elles ne sont pas assez précises à mon sens pour nous permettre d'argumenter de manière assez scientifique sur voilà ce qu'on subit, voilà ce qu'on vit. Alors voilà, on l'a mesuré, maintenant on va essayer d'en mesurer, parce que quand vous avez un accident, c'est toujours la même chose. Vous évaluez le préjudice et vous obtenez une compensation du préjudice. Bon, alors sur le principe de la compensation, mais quel préjudice? On ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas évalué. Et c'est là que nous pourrions faire nous-mêmes cette évaluation. Il y a eu, soi-disant, on a tenté de le faire. Alors bon, voilà. Donc on joue sur l'émotion. Le sentiment, le ressenti de tous les Martiniquais, c'est on nous donne à bouffer de la merde. Voilà. Et d'ailleurs, il faut faire très attention, parce que certains surfent tellement sur cette idée qu'ils en arrivent, par une forme d'association, à dire il ne faut plus du tout utiliser de produits dans l'agriculture. C'est l'objectif, à mon avis, qu'il faut viser. Mais c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. J'ai échangé avec des agriculteurs, y compris des agriculteurs bio martiniquais, qui m'ont dit, mais ils n'y pensent même pas. On dit, Yann, n'y pense même pas. Moi, je suis bio, j'ai un marché, etc., etc. Mais tous les agriculteurs, pour l'instant, ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils le font, il y en a une quantité qui vont disparaître. Il faut y aller, mais progressivement. Donc, il ne faut pas raconter des histoires aux gens, mais on peut raconter des histoires aux gens, parce que ça... Ouais, vous comprenez? Tous ceux qui ne vivent pas de ça, tous ceux qui ne sont pas le petit agriculteur qui est tout seul et qui doit désherber son champ et qui ne peut pas le désherber ou qui a besoin de mettre... Bon, évidemment, dans des conditions qui doivent être contrôlées, tout ça est contrôlé. Parce que si on ne fait pas ça, certains l'ont dit, qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus produire et on va importer d'à côté. Et à côté, ils utilisent sans contrôle. Donc, pour revenir à cette affaire de 4e plan, il y aura 4 plans, il y aura 5 plans. Il y a des choses de base. On revient toujours au principe. Rien, à mon avis, et en tout cas moi je suis de ceux-là, il y a 2 sentiments qui chez l'homme l'amènent à se révolter. La privation des libertés, et c'est pour ça que je me bats contre les tentatives de dictature qu'on essaie d'instaurer en Martinique, et que je me battrai de toutes mes forces, et que je veux que les Martiniquais mesurent bien le risque auquel est exposée la Martinique aujourd'hui, s'ils acceptent que certaines choses qui sont en train d'être, certaines tentatives qui sont en cours en ce moment, soient entérinées. Il ne faut pas accepter ça. La liberté et également le principe de justice ou d'injustice. Les gens ont besoin de justice. C'est la raison pour laquelle j'explique qu'il faut que la justice traite ce dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est responsable. D'ailleurs, il le reconnaît. Le président de la République l'a dit, après avoir feint de dire, bon, c'est pas trop doux. L'État. L'État, c'est pas que l'État. Ce sont des ministres. Mais il faut porter plainte. Qui doit porter plainte? Les collectivités? Mais il y a des plaintes qui ont été déposées. C'est qu'il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction derrière. Et ceux qui ne souhaitent pas que la justice passe, ce sont ceux qui ont été plus ou moins acteurs de cette affaire. C'est-à-dire l'État, en tant qu'État, parce que l'État a porté cette idée-là, avec des ministres, dont certains ne sont plus là, comme Soissons, d'autres sont encore là, avec des chefs d'entreprise, qui ont été, je ne dis pas qu'ils ont voulu empoisonner les gens, encore une fois, tous ces gens-là ont fait fi du principe de précaution. Mais il y a une part de responsabilité, comme dans le sang contaminé, comme dans l'amiante. Et la population a besoin que la justice passe. Parce qu'on ne peut pas être tranquille si cette justice n'est pas passée. Alors je sais que certains groupes pensent qu'en demandant que la justice intervienne, on s'attaque à des communautés. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire, ces communautés qui se sentent assiégées, elles ont intérêt à ce que la justice passe. Parce qu'au bout du compte, on va s'apercevoir que, certes, il y a eu des fautes de négligence. Certes, il y a eu des erreurs humaines.
Certes, ces erreurs humaines et ces fautes de négligence sont portées par des individus. Mais peut-être qu'on va aussi considérer qu'ils avaient des circonstances atténuantes. Et ça vaut mieux que de donner le sentiment qu'ils échappent à la justice. Parce qu'en réalité, les Martiniquais, ils ont peur, et ils ont raison d'avoir peur, parce qu'ils ne savent pas la situation. Ils ne savent pas si ça ne va pas se reproduire, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus rien voir. Tout ce qui est un peu moderne, là, ça leur fait peur. Et puis, en même temps, ils ont ce sentiment d'injustice. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas surfer sur les sentiments, comme le font certains politiciens, qui en font un fonds de commerce, qui en font un fonds de commerce politique pour essayer de dire, regardez, moi je suis le défenseur. Bien, au bout du compte, à chaque étape, c'est la souris, la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire qu'on a fait une commission parlementaire qui a été partout, qui a écouté tout le monde, et puis au bout du compte, et puis il y aura chlordécone 4, 5, 6, 7, 8, 12. La réalité, c'est qu'il y a des sols qui sont contaminés. La réalité, c'est que l'État a dépensé un peu d'argent, mais pas assez. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas réellement dit quelles sont les conséquences sur la santé des Martiniquais et comment on compense le préjudice subi par les Martiniquais, y compris les agriculteurs ou les marins-pêcheurs. Je connais des marins-pêcheurs de Sainte-Marie qui avaient des seines. On sait ce que ça coûte, une grande seine. Eh bien, on leur a donné 10 000 euros en leur disant « tu ne pêches pas ». Ils se sont dit « allez, ça va marcher une année, l'année prochaine, on va remettre notre seine ». Ils ont pris les 10 000 euros et on leur dit « tu ne mets plus de seine ». Eh bien, le manque à gagner pour cette seine qui est un capital et qui vaut plus que 10 000 euros, on leur a donné 10 000 euros. Et le manque à gagner pour la pêche qu'ils ne peuvent pas faire tous les ans, on leur a rien donné. Là, il y a un problème. Ok, alors là, on va. Est-ce que vous avez une usine à rhum chez vous à Saint-Joseph? Non, on en avait beaucoup. On avait beaucoup de distilleries, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de micro-distilleries. La dernière distillerie, c'était la distillerie de Roi-Camille, qui se trouvait au quartier Rosière, et qui a fermé dans les années 50, à la fin des années 50. Alors, les rhums martiniquais consacrés par l'IWSC 2020, Trois-Rivières, Maison Lamonie. Vous avez entendu parler de ça? Et chaque fois qu'on parle du rhum, ça me fait penser à Gabriel Gallion, qui c'est un sacré défenseur, ça. De la profession. De la profession, ouais. J'ai craint un moment que vous disiez, mais parce que je ne l'avais jamais vu boire trop de poche, je me dis, qu'est-ce qu'il va il va quand même pas nous faire croire que Gabriel est un puncheur. Non, pas. Il prenait son petit naisson. Oui. Oui, mais et c'était un défenseur pour le rhum. Oui. Ça me fait penser... Je pense avec beaucoup d'émotion à lui. Je pense avec beaucoup d'émotion. Alors, ces distinctions font suite au trophée meilleur rhum de l'année 2018 pour son Trois-Rivières VSOP, réserve spéciale et grand prix et prix du meilleur maître de chez 2019 décerné au Martiniquais. Daniel Boudin à l'International Rhum Conference. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Ouais, c'est un produit d'exportation qui... on le vit chaque année. Hein. Il y a eu un festival là, très récemment à Saint-Barthélemy où le rhum HSE, pas loin là, puisque HSE c'est du côté de du Gros-Monde. C'est la limite Gros-Monde-Saint-Joseph. C'est juste à côté. Il y a une partie de la canne qui est plantée à Saint-Joseph, et a récolté des médailles. Donc en dépit de, ça va faire plaisir, Yann, mon plaisir, en dépit de l'épidémie, ça fonctionne toujours. Le rhum? L'alcool, ça fonctionne bien. Il y en a même qui se lavent les mains avec le petit punch maintenant. Pour beaucoup, le rhum, ça permet de résister à la pandémie. Tout à fait. Mais bon, il faut quand même signaler qu'en raison de la fermeture des restos, de l'impossibilité de faire des fêtes, tout ça, le rhum martiniquais, sur le territoire local, a vu ses ventes chuter. Ah oui, de manière importante. Ouais. Tous les alcools, mais le rhum, encore, c'est un alcool qui se conserve, qui peut bien vieillir. Le rhum, c'est l'illustration parfaite de ce qu'une stratégie peut permettre de réaliser. Dans les années 50-60, justement, le rhum se vendait assez mal. Il était essentiellement consommé ici. C'était pour penser les chevaux à l'époque, les mulets. Après, ça, c'était le rhum de Guadeloupe, ça. Alors là, allez, j'ai rien dit, c'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie. Comme mes amis, c'est pas sympathique. C'était une plaisanterie. Alors, attends, pour
c'est le bobo, parce que sinon tu vas avoir non, des... mais j'aime Moi, bien, je veux féliciter le Rhum Bologne qui a lancé, là, il y a quelques jours, une nouvelle collection, enfin une série bio. Bio, du Voilà, rhum bio. du rhum Wow. bio. Mais il y en a Bologne. en Martinique aussi, Ouais. du rhum Rhum bio. bio. Nesson évolue vers ça. Mais bon, le rhum était en perdition. Bon, voilà, on vendait ça au débit de la régie. Il y avait trop de production. Les outils de production étaient souvent obsolètes. Voilà. Et puis, on vendait ça dans des bouteilles assez standardisées. Ah oui, en à la Bisswam, Chopin, en Kawam, en etc. Chopinwam. Chopinwam, etc. Bon. Et puis, Monsieur Bourdillon, je veux rendre hommage à ce monsieur. Il était chez Lamoni, justement. Il a été un des premiers à mener cette stratégie de monter en gamme. Il s'est dit, et il avait raison, puisque nous n'allons pas pouvoir concurrencer les rhums qui sont assez banalisés dans le monde, il faut que notre produit soit un produit d'exception, ce qui suppose que nous le fassions reconnaître comme un produit d'exception. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé l'appellation d'origine contrôlée. C'est à ce moment-là qu'on a différencié ce qu'on appelle le rhum agricole du rhum industriel. Parce que jusqu'alors, on parlait de rhum. Et même au niveau de la France, les rhums, entre guillemets, allemands, qui fabriquaient du rhum avec de la mélasse, eh ben, ils rentraient sous l'appellation rhum. Et en Allemagne, on a eu beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui le cas. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas encore capables de nous vendre un peu n'importe quoi, y compris de l'alcool de patate. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Quand je ne sais pas, je préfère dire que je ne sais pas. Mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on vendait le rhum. Les Français, ils connaissaient le rhum Negrita. C'est-à-dire, ou bien il y avait un autre qui avait un perroquet dessus, on fait des machins complètement exotiques avec des mélasses. On a commencé par différencier le rhum agricole du rhum industriel. On a ensuite créé le rhum d'appellation contrôlée. Et puis enfin, un troisième phénomène est venu dessus. Troisième phénomène, c'est le tourisme. Le tourisme. Et on a eu des visiteurs de plus en plus nombreux à qui on a fait découvrir le rhum. On leur a fait découvrir le rhum. Et puis il y a eu des visites. D'abord chez Lamoni, il faut rappeler ça. Et puis ensuite Clément, et puis etc. Et on a fait, comme l'a fait le vin, on a un peu calqué la stratégie sur celle du vin. Et finalement, aujourd'hui, notre rhum, il se vend beaucoup plus cher que les autres rhums. La demande est plus importante que l'offre, il faut savoir ça. Et c'est d'ailleurs un problème avec la canne à sucre, la production de canne à sucre, parce que le rhum qui utilise le même produit pour faire le rhum que pour faire le sucre, eh bien, il est en concurrence avec l'usine du Galion. Et comme il n'y a pas assez de canne, les producteurs de rhum, ils achètent la canne plus chère que l'usine. Et donc, la canne, au lieu d'aller à l'usine, qui est déjà largement déficitaire, elle va à la production de rhum. Et de plus en plus, on met en difficulté l'usine du Galion pour cette raison. Non, donc, mais on sait que l'usine du Galion on sait que l'usine est soutenue par la CTM, donc bon, ça va. Ouais, ils sont devenus un peu fonctionnaires, mais c'est vrai. Mais voilà une belle histoire, et voilà une histoire qu'il faut répéter dans d'autres secteurs d'activité. On a différencié le produit. Le produit est devenu un produit haut de gamme, c'est-à-dire que l'enflaconnage est devenu haut de gamme, y compris dans des bouteilles en baccarat. On a vendu plus cher un produit, parce que vous savez qu'il y a des bouteilles, moi j'ai vu des bouteilles de rhum en vente à l'aéroport, 2000 € le litre. Bon, donc on est arrivé à des sommets. Un bon défenseur pour le rhum, il fait ça bien. Un bon consommateur. Ah oui, un bon consommateur aussi. Alors moi, je vais fâcher personne parce que j'aime beaucoup le rhum Trois-Rivières et je salue la directrice qui est une personne très énergique et très dynamique. Mais chacun a son rhum. Mais c'est parce qu'on n'est pas connu le rhum Courville à l'époque. Je buvais ça, Courville. Ouais. Il y a eu une mode à un moment, c'était Courville. Ouais. Il y a eu une mode où c'était Saint-Étienne. Il y a eu une mode où c'était Lamoni. Moi, je suis aujourd'hui, je dois le dire, je suis Nesson. Nesson, c'est Paul Carré. Et notamment le rhum blanc 55. Chacun son oui, bien sûr. Alors, pour ces deux trophées, meilleur producteur de rhum et meilleur producteur de spiritueux 2020 sont récompensés le savoir-faire martiniquais d'une part,
ainsi que la passion et le travail d'exception des hommes et des femmes de BBS qui s'engagent au quotidien pour faire de Trois-Rivières et Maison Lamonie ces rhums prestigieux qui rayonnent aujourd'hui à l'international. Bravo pour la Martinique. Excellent. Pour la Martinique. Bon, rappelons quand même qu'il faut consommer avec modération. Avec modération. Mais nous développons sur le plan touristique, nous développons justement ce spiritourisme et beaucoup de personnes qui viennent chez nous viennent dans les distilleries, visitent des distilleries et achètent du rhum à cette occasion et sont des vecteurs de promotion de la Martinique. C'est vraiment une belle histoire. Le Rhum Saint-James à Sainte-Marie, chaque année, fait un concert, pas seulement un concert, il fait plein de choses et ça ramène toute la Martinique va là-bas. À 10 000. Oui. Félicitations pour ça aussi. Comment s'appellent les wines de cette ancienne usine à Sainte-Marie? Le nom ne me vient pas. C'est pas Saint-James? Non, ils ont refait l'usine derrière là. Oui. Il faut même fonctionner le petit train aussi. Une magnifique réalisation. Ce qui se fait dans toutes les distilleries, et je sais que chez Lamonie, ils ont un projet comme ça. C'est ce qu'a fait Clément, ce qu'a fait même Nesson, etc. Ce sont des lieux touristiques qui nous différencient. Parce que nous devons nous différencier si nous voulons nous vendre bien. Alors moi je veux quand même, puisqu'on parle de rhum, parler aussi le rhum de Marie-Galante. Alors tu parlais de 55, je ne sais pas si j'avais à goûter aux 60. Ouais. Alors là, ça a décapé au carrément. Pas 60 seulement. Hein. Ça va plus loin que 60. Pour moi, c'est trop fort. Il y a du bon rhum aussi à la Guadeloupe. Ça, c'est bon pour Mano, quand il va là-bas avec la bonne à Mano. Alors, il y a des musiciens de la bonne à Mano qui ont goûté. Et c'est vrai qu'après, ils étaient dans un excellent état pour jouer. Voilà. Je crois qu'on a fait tous les sujets que Manuela avait mis sur ça. Ah oui. Le propriétaire qui conteste la réquisition de son terrain à Séguino. D'ailleurs, on a reçu à Zouk Télévision la fille de M. Bali qui est venue ici pour prendre la défense de son père. Non pas prendre la défense de son père, dit-elle, mais expliquer et puis quand même ne pas comprendre un tel acharnement contre l'homme. Je lui ai même demandé est-ce qu'elle se sentait martiniquaise en tant que béquet, Manu, bien sûr. Donc, le propriétaire conteste la réquisition de son terrain. Ça veut dire que même s'il y a la réquisition, mais le procès va continuer finalement. Non seulement le procès va continuer, mais si le propriétaire ne se laisse pas faire, l'État aura beau réquisitionner. Heureusement, on est dans un État de droit. Ce monsieur a des arguments pour se défendre. Il est d'ailleurs très surprenant. La position de l'État là-dessus est très surprenante. Très, très surprenante. L'État nous pose un vrai problème. Nous avons une assemblée et un exécutif. L'assemblée vote. On transmet au contrôle de la légalité qui est exercé par l'État, le préfet. Si le préfet considère que la décision de l'Assemblée est illégitime, le préfet, selon moi, se devait de déférer cette décision devant la justice afin de faire casser le vote de l'Assemblée et ainsi entériner le fait que nous sommes une assemblée croupion, une assemblée de consultation, que nous sommes une assemblée sans aucune autorité, sans aucun pouvoir, et je dirais même sans raison d'être. Et nous aurions à ce moment-là pu avoir une argumentation politique. Le préfet ne l'a pas fait, sans doute a-t-il considéré que l'Assemblée était dans son bon droit, et sans doute espérait-il que la raison conduirait le président de l'exécutif à mettre en œuvre cette décision. Pour une raison que j'ignore, peut-être cédant à des mouvements d'humeur, peut-être refusant de prendre parti, peut-être parce que l'exécutif parle à l'exécutif et que l'Assemblée s'assoit dessus tous les deux. Le représentant de l'État a décidé, par une pirouette, d'essayer de contraindre le droit et de contraindre le droit de propriété en utilisant une procédure qui, à mon avis, n'ira pas à son terme. Cela étant dit, je souhaiterais qu'on en arrive là. Je souhaiterais qu'on en arrive devant les tribunaux. Et je souhaiterais que les tribunaux tranchent. Cette affaire est importante. Les Martiniquais ont besoin d'eau. Sur la base de 225 000 €, on est en train de bloquer et de risquer de mettre les Martiniquais sans eau. L'État va mettre 12 millions là-dedans. Je vous donne une idée. On a 12 millions
et on parle de 225 000 euros, hein, et on bloque, et peut-être que dans quelques mois, les Martiniquais n'auront pas d'eau. Mais cette affaire est importante, mais je la mets de côté face à la problématique que pose cette situation. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes face à un problème essentiel pour les Martiniquais. Les Martiniquais ne doivent pas accepter cette tentative de coup d'État. Parce que s'ils acceptent ça, ils entérinent de fait l'appréciation qui, selon le président de l'exécutif, voudrait que le président de l'exécutif n'a plus aucun contrôle. C'est-à-dire, il décide, et si l'Assemblée n'est pas d'accord, il décide quand même. Si on accepte ça... Donc l'Assemblée n'a pas de contrôle, en fait. L'Assemblée n'a plus aucun contrôle, puisque le président fait ce qu'il veut. Et l'État, d'une certaine manière, cautionne cela. Parce que quand il ne nous laisse pas l'occasion, ou il ne contraint pas l'exécutif à mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée, qu'il lui donne un échappatoire, il sauve la situation de l'exécutif, peut-être, et il se fait complice, cela étant, mais en même temps, il nous pose à nous, Martiniquais, et il me pose à moi, Martiniquais élu, qui ai signé un contrat avec M. Marie-Jeanne, mais en étant le garant de la démocratie. Beaucoup de personnes m'ont reproché d'avoir signé. En me disant, vous signez avec un indépendantiste. J'ai dit, nous avons un contrat. S'ils rompt le contrat, je le dénoncerai. Eh bien, il y a une tentative de rupture de ce contrat. Le contrat, c'est un contrat de respect de la démocratie. Et le préfet se fait le complice. Et j'espère qu'il y aura une décision de justice. Parce que si la décision de justice venait à donner raison au préfet et à M. Marie-Jeanne, puisqu'ils sont ensemble maintenant, eh bien, si la décision de justice venait à leur donner raison, cela poserait la nécessité pour les Martiniquais de trancher, et notamment lors des prochaines échéances électorales, sur le principe et la nécessité de modifier la loi. Parce que si cette loi est ainsi interprétée par Marie-Jeanne et par l'État, c'est une loi liberticide. C'est une loi dangereuse, c'est une loi qu'il faut réformer. Parce qu'on a mis en place un système qui est un système qui va nourrir des comportements autoritaires et dictatoriaux. Ça n'est pas acceptable. Bien. Bon. Eddy, Très clairement, la campagne a commencé. Il y a de mon plaisir, félicitations. Je ne peux pas laisser Eddy Marajo. Non, Eddy Marajo, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux m'exprimer quand même. Eddy, tu peux t'exprimer, mais il ne faut pas tourner en plaisanterie. C'est un sujet majeur. Non, mais Yann, tu as pris 80% du temps. On peut plus s'exprimer dans cette émission. Bon, on va pas t'inviter souvent. Ne m'invite pas. Mais si tu parles de la démocratie. Laisse-moi parler quand même. Oui, mais c'est. Laisse-moi parler. Ne dis pas que c'est la campagne. Ne me donne pas de. Tu fais de la dictature. Non, je te dis de ne pas interpréter mes propos. Allez, vas-y, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Oui, vas-y. Rejoins-moi sur la défense de la démocratie. Mais non, on est très clairement en campagne électorale et je ne juge pas ton discours. Mais le fond. Le fond, tu es d'accord avec moi. Mais non, je ne vais pas te dire ce que je pense. Mais tu es d'accord avec moi. Je ne vais pas te dire ce que je pense, très clairement. Mais sur la forme, on va assister là dans les semaines qui viennent à toutes sortes de, on va dire, de tirs de barrage dans tous les sens. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un élément qui me paraît essentiel, c'est le temps qui est perdu dans cette affaire. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, c'est à la fois du temps perdu et c'est une menace sur l'avenir. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on va faire le bilan après. Hein. Je vous rappelle que les premiers effets de la future sécheresse, c'est dans, je vais vous dire exactement, c'est dans 70 jours à peu près. Je connais le nombre de jours parce que j'attends avec impatience le jour de la prise de pouvoir de Biden et le fait que le Secret Service vienne récupérer Trump pour l'emmener. Je vous ai dit qu'il y a 4 procès, vous vous rappelez, une émission. Et tiens, c'est bizarre, les médias ont découvert que effectivement Trump est en train de négocier pour éviter de finir en tôle parce qu'il a des affaires assez sévères. Donc, dans 70 jours, on mesurera on mesurera les premiers effets de la sécheresse. Et qu'est-ce que les hommes politiques en charge du dossier vont nous dire à ce moment-là? Mais bon. Alors, pour finir, je tenais quand même à répondre à une téléspectatrice qui m'a, on va dire, alerté sur le fait que j'attaquais López Obrador, qui est le président du Mexique, quand je disais il est un peu mystique,
Et quand on disait c'est bizarre, López Obrador n'a toujours pas reconnu la victoire de Biden. Il dit mais Trump n'a pas perdu. Bon, alors c'est un peu bizarre parce que c'est un type de gauche et ses actions à la tête de la mairie de Mexico et sa défense des libertés sont des choses fantastiques. Par contre, j'avais dit qu'il était un peu illuminé. Elle me disait c'est quoi vos sources? Je vais lui citer les sources. C'est un travail journalistique qui a été fait notamment par Le Monde, mais aussi par plusieurs magazines américains et européens. Et je vais quand même lui citer la source principale, c'est celle d'un magazine qui s'appelle Books, donc elle peut chercher sur le net. Mais pour finir, je vais lui citer le côté messianique d'Obrador. Deux choses. Il veut soigner le Covid avec des amulettes. Voilà. Et puis il dit surtout, donc citation de Monsieur Obrador, qui est le président du Mexique, on dira peut-être que je suis messianique, mais je vous le dis, je vais purifier ce pays. Voilà. Avec les amulettes. Écoutez, c'est son choix. Et puis surtout, il a, après une visite à Washington à son ami Trump, alors je dis son ami parce qu'il l'a traité, il a dit Trump c'est mon ami. Voilà. Et on comprend pourquoi il a mis autant de temps. Il n'a toujours pas reconnu l'élection de Biden. D'accord. Voilà. Donc, alors comment s'écrit le livre? Alors, c'est une revue qui s'appelle Books, B2OKS. Et sur le net, vous mettez Andrés Manuel López Obrador, dont je respecte totalement les visions progressistes. Ça, c'est bien. Par contre, quand il donne dans le messianisme, et il dit, il y a une interview intéressante, il dit, vous pouvez m'appeler Jésus, ça me gêne pas. Voilà. Donc, madame, voilà nos sources. Donc, il y en a d'autres. Il y a toute une littérature sur les déviances d'un certain nombre de présidents, et pas seulement Obrador. En Amérique du Sud, il y en a eu quelques-uns qui sont partis en vrille. Mais bon, le peuple est là. Bien. Merci beaucoup, Eddy. J'espère que cette dame nous regarde aujourd'hui. Merci, Yann. Merci. D'avoir participé Merci à cette émission. Et puis, bon week-end à tous les deux. Merci. Et puis, espérons dans que les bois du Seigneur. Dans les bois de Jésus, oui. Il y a dans les bois du Seigneur. Je rassure, Yann, je suis favorable à la réouverture des commerces non essentiels et ça devrait théoriquement être le cas lundi. Bon, j'ai pu comprendre ça. Et puis moi, je veux rassurer Eddy. J'entends bien ce qu'il dit, mais je ne voudrais pas que le sujet d'actualité important, parmi tous ces sujets d'actualité, qui est celui de la défense de la démocratie, soit minimisé parce que l'actualité pourrait faire interpréter cela. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je le dis avec beaucoup de gravité. Je suis profondément démocrate et je suis profondément choqué par ce qui est en train de se passer. Mais bon, il faut quand même rappeler que c'est un peu tard pour changer la loi, puisqu'il ne reste que 7 ou 8 mois. C'est trop tard pour changer la loi. En tout cas, le fonctionnement de l'Assemblée, vous auriez dû faire ça bien plus tôt. Mais peut-être que sans la loi, le prochain parti qui sera là va faire des modifications de manière à changer les choses. À mon avis, tu te fais vraiment beaucoup d'illusions. En tout cas, certains devront prendre l'engagement. Voilà. Et surtout tenir leur engagement, ce qui apparemment est plus difficile pour certains. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À vous chez vous de nous avoir regardés. Merci à Grégory. Merci à François. Et bon week-end à tous.